En direct sur MoNews avec donc Steve Roldan en grève de la faim depuis ce vendredi. Vous l'aviez expliqué à notre micro justement du supplément sur Radio Pays et avec MoNews vendredi. Une grève de la faim, déjà, comment allez-vous aujourd'hui après un peu plus de 24 heures passées justement sans vous alimenter? Pour l'instant, ça va plutôt bien. C'est plutôt le fait de dormir qui devient compliqué, mais on arrive à calmer la faim en buvant de l'eau, tout simplement. Vous avez encore derrière vous des patrons, des gérants de bars et de restaurants qui sont présents, venus de toute l'île de Cayenne. Ça vous fait chaud au cœur? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ça se passe? Ça me fait chaud au cœur parce que mon action, c'était une action spontanée qui n'était pas du tout concertée avec le reste de la profession. Et de voir que de manière très rapide, beaucoup de mes confrères m'ont témoigné leur soutien, ont dit qu'ils étaient solidaires avec justement les revendications que j'essaye de porter. Effectivement, de les voir présents tous les jours, matin, après-midi, soir, ils se relaient aussi pour venir me voir. Donc ça participe beaucoup au fait que ça m'encourage à tenir bon. Le message, il est toujours le même, c'est d'exiger, c'est quoi? C'est d'exiger, de demander le retrait des mesures de freinage, notamment du couvre-feu? Oui, c'est en tout cas de faire en sorte que l'injustice qui existe aujourd'hui disparaisse. Double injustice, tout d'abord par rapport à la métropole, puisque nous avons une situation sanitaire qui est une des plus saines en France, et malgré tout on garde le couvre-feu alors qu'il n'y en a pas en métropole. Deuxième injustice, c'est qu'en Guyane, on le sait, il y a une économie parallèle qui explose, notamment dans les soirées et les bars illégaux, qui eux ne sont absolument pas contrôlés, qu'on laisse vivre, et en fait ça dépeuple totalement nos établissements. C'est quelque chose que vous aviez ressenti ces dernières semaines? Au mois de janvier, on a dit, la plupart des établissements, qu'ils soient bars et restaurants, ont dit qu'ils avaient connu un mois de janvier catastrophique. Tout à fait. Alors, je peux vous parler d'une situation que je connais, celle de mon établissement. En janvier, il faut que je fasse une semaine de chiffre d'affaires pour faire ce que je faisais normalement en un soir. Vous allez continuer vraiment parce que c'est vrai que quand on entame une grève de la faim, en plus vous avez parlé d'opérations spontanées, est-ce que vous attendez à ce qui peut arriver dans les jours à venir? J'espère, ayant une santé plutôt bonne, j'espère que mon corps tiendra bon. Ce que je veux montrer aussi par cette action qui quand même engage aussi ma santé, c'est de montrer vraiment que c'est une question qui va au-delà simplement, comme parfois certains ont voulu le laisser entendre, une question bassement financière. Et non, il s'agit vraiment de faire survivre nos structures, de pouvoir rester pérennes et de montrer aussi et de rappeler que les aides qui existent encore aujourd'hui sont loin d'être la panacée et que ce n'est pas ces aides-là qui, pour ceux qui ont la chance de pouvoir les toucher, qui vont pouvoir nous permettre de résister. Jean-Michel Sorbon, vous êtes ici présent au Hitbox, c'est la deuxième journée consécutive à laquelle vous participez, vous venez. C'est apporter une force, un soutien à votre collègue qui s'est mis en grève de la faim? Alors une force, un soutien, est-ce que les mots sont justes? Juste un ras-le-bol. Donc être là parce que je pense que ce collègue a eu beaucoup de courage de prendre cette initiative parce que trop c'est trop et effectivement il y a un ras-le-bol qui dure depuis très longtemps et l'économie du pays ainsi que nos activités professionnelles ils prennent un coup sérieusement ces temps-ci. Le mois de janvier a vraiment été catastrophique pour l'ensemble des établissements. Alors le mois de janvier a été très catastrophique en sachant que la majorité de nos clients ont été payés le 23 décembre voire avant, donc c'est un des mois les plus longs. De toutes les façons, tous, nous le voyons, aujourd'hui, 60% de nos caisses sont en tickets restaurants. Cela montre bien que la difficulté financière, plus le pass sanitaire et le couvre-feu, impactent sur notre activité. Parmi les choses qui reviennent également, c'est la dichotomie, on va dire, entre les contrôles qui sont pratiqués sur vos établissements légaux et les illégaux qui fleurissent un peu partout, les soirées dites privées qui ont lieu quasiment tous les week-ends avec des centaines de personnes. Ouais. Alors, s'il faut être méchant, je dirais que est-ce qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que tous les restaurateurs, qu'on se mette ensemble, qu'on loue une villa, ce qu'on appelle soi-disant, entre guillemets, villa privée, et qu'on se fasse des soirées à 5-6 000 euros et qu'on se le partage sans frais. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont pignon sur rue sont quand même contrôlés vachement. Je tiens à dire quand même, exceptionnellement, que les contrôleurs qui nous contrôlent ne sont pas toujours désagréables,
ça se passe souvent très très bien, mais qui sont obligés de faire leur job. Certains vous ont dit qu'ils étaient obligés de faire ça? Mais bien sûr, mais vous croyez, si vous étiez contrôleur, ça ne vous aurait pas agacé tous les jours d'aller contrôler des restaurants, tous les jours d'aller contrôler les mêmes, en sachant que ceux qui devraient être contrôlés, nous parlons des illégaux, ne sont jamais contrôlés? Vous dites contrôler les mêmes? Oui, je parle de contrôler les mêmes. Spécialement pour nous, le ROUD, en 2 mois, on a été contrôlé 5 fois. Et on a d'autres collègues aussi qui ont été contrôlés. Donc je pense que, OK pour le contrôle, mais aussi qu'on arrête les soirées illégales. Le message, c'est aussi donc de dire, vous pensez que vous allez obtenir la levée du couvre-feu, ou en tout cas l'élargissement de ce couvre-feu un peu plus tard, avec cette méthode, ce bras de fer qui est engagé? On demande juste que cette aberration qui dure depuis 2 ans, je dis bien cette aberration qui dure depuis 2 ans, s'arrête. Cela ne porte préjudice qu'à ceux qui paient leurs charges et qui essaient de survivre. Parce que, je le répète maintes et maintes fois, là, il n'y a pas que la restauration et les bars, il y a aussi les fournisseurs, il y a aussi le personnel. Quand vous embauchez quelqu'un en Guyane, quand vous embauchez une personne, vous faites vivre une famille de 3 minimum. Donc faites le compte au nombre de restaurateurs, au nombre de personnel et l'impact que nous avons sur l'économie de ce pays. Liliane Destambert, vous êtes la présidente du syndicat des hôteliers restaurateurs. Je vous laisse le prononcer dans l'intégralité parce que c'est long. Cafetier discothécaire de la Guyane. Vous êtes donc ici pour la 2e journée consécutive et des restaurateurs. C'est quoi le message? Vous avez fait un communiqué hier pour apporter votre soutien justement à votre collègue. C'est quoi le message aujourd'hui de la profession? Déjà qu'on puisse les laisser travailler plus tard que 22h30, parce que ça ne tient pas debout, ça oblige les gens à se dépêcher de manger. Ce n'est pas le but des restaurateurs. Et d'autre part, que l'on trouve des solutions pour cesser que ces clandestins que nous avons en permanence et qui dépassent les bornes, travaillent à notre place. C'est inadmissible. Nous avons bientôt plus de clandestins en service que de restaurateurs répertoriés. Et sans licence, bien entendu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les soirées clandestines, comme vous les appelez, elles avaient lieu dans des périodes où vous étiez entièrement fermé. Aujourd'hui, c'est plus le cas? C'est aussi pendant des périodes d'ouverture? Oui, bien sûr, bien évidemment, et plus encore qu'avant. Parce que c'est plus facile d'aller dans un endroit clandestin où on ne vous demande pas de passe sanitaire, où on ne vous demande pas si vous êtes malade ou pas malade. Nous avons l'obligation de le faire. Et de noter les clients, c'est ça? Et bien sûr, donc ça n'est pas le cas pour les entreprises clandestines, c'est clair. Les chambres consulaires ont-elles apporté un soutien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes réunis? Nous avons alerté, mais nous attendons encore des réponses à ce sujet. Mais ça n'est pas le problème de la CCIG, c'est le problème de la préfecture.